Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne aujourd'hui qui va s'intéresser à un nouveau jeu, enfin un jeu qui n'est pas nouveau, mais nouveau dans le sens où je vais vous en parler pour la première fois. Il s'agit de Magic World, voilà. Couverture souple, comme vous pouvez le voir, il porte le logo Basic Role Playing Game. C'est un jeu donc de chez Chaosium. Alors Magic World, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, il est arrivé un moment où Chaosium avait sorti beaucoup d'itérations qui sont des variantes en fait du Basic Role Playing Game sur la thématique du médiéval fantastique, à savoir il y avait déjà eu RuneQuest, il y avait également donc le Basic Role Playing Game médiéval fantastique, il y avait eu également Hawkmoon, la série d'Elric, donc tous ces jeux qui se passent dans les jeunes royaumes et l'univers de Morcock. Et des gens chez Chaosium ont eu l'idée de se dire peut-être que le moment est venu d'aller piocher dans ces différentes itérations des basiques, ce qui nous semble vraiment bon et vraiment bien fonctionner au niveau des règles, pour en faire une espèce de petit condensé dans un jeu à part. Et c'est ce que ça donne avec Magic World. Donc là, on s'éloigne de la proposition d'un setting, puisque aussi bien avec RuneQuest, il y avait le setting de Greg Stafford, Glorantha, et puis avec Elric ou Hawkmoon, il y avait le setting les jeunes royaumes de Morcock. Là, on a un mini setting décrit en début de livre avec une petite carte. Mais ça reste, comme vous pouvez le voir, assez succinct. L'idée n'étant pas donc de présenter un setting, mais plutôt quelque chose de générique. Alors, on va regarder un petit peu comment ce jeu fonctionne. Alors, au départ, on va retrouver toutes les caractéristiques qu'on connaît bien du basique, force, intelligence, dextérité, taille, pouvoir, etc., qui sont tirés de façon qui sont déterminés de façon tout à fait habituelle. Donc force, constitution, taille, intelligence, pouvoir, dextérité, apparence. Sachant donc qu'on tire 3d6 pour chacune des caractéristiques, et puis en ce qui concerne l'intelligence et la taille, là on tire 2d6 plus 6 en considérant qu'il n'y a pas de personnage vraiment abruti avec des tout petits scores d'intelligence, et il n'y a pas non plus des personnages qui font 70 cm. Voilà. De base, le jeu ne prévoit de n'interpréter que des humains, même si dans le bestiaire, parce qu'en fait c'est du tout en un, il y a aussi un bestiaire dans cet ouvrage, on vous propose des petites choses pour jouer des elfes et des nains. C'était au départ quelque chose de très humano-centré, qui est une proposition qui moi me parle personnellement. Ensuite, à chacune de ces caractéristiques est allouée une compétences, caractéristiques dérivées, c'est pas vraiment des compétences, mais oui, on peut les envisager comme ça, qui correspondent tout simplement à 5 fois cette caractéristique. Par exemple, les jets d'effort, c'est 5 fois la force. La constitution, elle, va déterminer les jets de ce qu'ils appellent le stamina, qui va être la résistance au poison, la résistance aux maladies. Pour la taille, c'est un petit peu différent, puisque là, il n'y aura pas de compétences ou de caractéristiques dérivées. La taille, elle va simplement servir, en l'additionnant à la force, ça vous renvoie un petit tableau, et ça va permettre de déterminer votre bonus aux dégâts. À savoir, plus vous êtes grand, plus vous êtes fort, plus lorsque vous donnez un coup d'épée, vous allez avoir un petit bonus aux dégâts, plus 1 des 4, plus 1 des 6. Au-delà de plus 1 des 6, ça va pas trop être le cas pour les humains. Le pouvoir, alors le pouvoir x5, ça va déterminer la chance. Donc ça c'est pareil, ça peut permettre au maître de jeu de débloquer certaines situations dans un scénario s'il estime que les personnages peuvent faire appel à la chance, ou bien s'il y a une complication mais qu'il doit intervenir que sur un personnage, il peut se permettre de demander un jet de chance à chacun des joueurs, et puis dans ces cas-là, le joueur qui rate le plus son jet, c'est sur lui que ça tombe. La dextérité. Alors je crois que la dextérité, il n'y a pas non plus... Ah oui, agilité, en ce qui concerne dextérité par 5. Donc imaginons que le personnage
doivent, pour s'échapper d'une situation, réussir un jet de dextérité. Dans ces cas-là, c'est intelligence par 5. Et l'apparence, enfin, l'apparence par 5, ça donnera lieu à ce qu'on appelle le charisme, donc tout ce qui va concerner les interactions sociales. Intelligence, ce sera, j'ai oublié de vous le dire, celui-ci, ce sera le jet d'idées. Et ça aura peut-être une influence sur certaines des connaissances du joueur. Voilà. Ensuite, très simplement, un peu comme avec les autres jeux, on va choisir une culture. Alors là, évidemment, comme il n'y a pas d'univers, en fait, ils ont donné 4 niveaux de structures qui sont liées à la taille de ces structures, et donc la taille sous-entendrait le niveau de civilisation. Bon, c'est un peu arbitraire, c'est comme ça. Donc la plus petite structure, c'est ce qu'ils appellent les bandes. Ça peut être des petits clans familiaux, des choses comme ça. Ensuite, vous avez des tribus. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent chiefdom. Donc là, il précise que c'est une entité politique regroupée derrière donc une force dirigeante, mais qui est plus grosse qu'une tribu et moins grosse qu'un État ou qu'un royaume. Et puis enfin, l'État ou le royaume. Alors là, bon, c'est quelque chose de très construit. C'est là que vont se trouver les grandes cités, les choses comme ça. Effectivement, ça rappelle un peu RuneQuest. Plus on va vers des petites structures, plus on a des chances d'avoir des nomades, etc., etc. Voilà. Pour chacune de ces structures, il est donné un certain nombre de compétences, puisque c'est un jeu à compétences au dessin, hein, comme le bon vieux basique. En fait, là, on est vraiment en terre connue, ainsi que les occupations, c'est-à-dire les archétypes, les métiers, en fait les professions que vous pouvez choisir quand vous appartenez à telle ou telle culture. Alors je vais prendre un exemple. Par exemple, si vous êtes originaire d'une tribu, vous avez dans les compétences craft, move quietly, donc se déplacer silencieusement, nature, oratory, donc ça c'est ce qui vous permet de faire des discours face à une foule, ride pour tout ce qui est conduction de chariot, montée à cheval, etc. Swim, le jet de natation, et puis track, le jet de pistage. Pour ces compétences, vous allez en choisir 3 parmi celles proposées et pouvoir les augmenter de 10%. Sachant que si je vous montre la feuille de personnage, les skills, les compétences sont regroupées, on le voit ici, je ne sais pas si c'est très clair, les compétences sont regroupées par catégorie. Donc vous avez les compétences physiques, vous avez les compétences de communication, les compétences de savoir, les compétences de manipulation et les compétences de perception. Et pour chacune de ces catégories, vous avez un premier ajustement qui, lui, est déterminé par votre valeur de caractéristiques. Ainsi, par exemple, pour les compétences physiques, vous avez un bonus par rapport à la base de la compétence qui est votre force divisée par 2. Si vous avez 30, enfin 30 c'est pas possible, mais si vous avez 16 en force, vous aurez 8. Vous aurez donc plus 8 à toutes les compétences physiques. Voilà comment se passe la création. Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre culture, vous allez choisir un archétype donc ou une profession. Alors, c'est assez complet. On nous explique qu'on peut également en rajouter. Ça, c'est un peu au maître de jeu de les créer par rapport à son scénario ou son univers. Donc là, je vais vous les lire très rapidement. Vous avez l'astrologue, le bandit, le mendiant, le tenancier, donc d'un hôtel, d'une taverne, d'un restaurant, de ce que vous voulez. Également l'artisan, l'artisan tribal, le pêcheur, le diplomate ou appartenant ministre ou conseiller, quelqu'un bref plutôt orienté politique, le chasseur, ce qu'ils appellent l'oublié ou le personnage un peu en perdition. C'est soit un orphelin qui a été abandonné, voilà ce type de personnage, ou un banni qui aurait été chassé de sa tribu d'origine, le garde du corps ou le mercenaire, le marchand, le noblio, hein, un petit noble, le nomade, le brigand ou l'assassin, le fermier, l'apothicaire ou le
physicien, donc plutôt un érudit, le navigateur, le scribe ou l'ingénieur, le chaman, prêtre, cultiste, l'esclave, le petit marchand, donc qui lui va diriger une petite caravane, une petite affaire un peu privée, le soldat, garde, homme de la garde, le collecteur, le questeur, hein, si on reprend sur sa version romaine de la chose, donc qui est là pour l'autorité et qui vient percevoir les taxes, le voleur, le troubadour. Voilà, donc il y a déjà un bon petit panel de base qui couvre un ensemble de situations assez riches. Encore une fois, beaucoup plus riche, par exemple, que les archétypes des D&D-like, hein, des Pathfinder, ou même si Pathfinder 1, vous avez énormément de classes, etc., malgré tout, vous avez beaucoup moins d'archétypes que ce que je viens de vous lire. Et en plus, ça paraît assez facile d'en rajouter pour, pour colorer, encore une fois, votre univers et le faire évoluer comme vous voulez. Donc vous l'aurez compris, une fois que vous avez choisi un archétype pour chacune de ces professions, appelons ça plutôt d'ailleurs des professions que des archétypes, vous avez à nouveau une liste de compétences. Alors je vais prendre un exemple au hasard, je vais prendre le navigateur, vous avez donc sailing, compétence de navigation, nager, navigate, qui je crois est la compétence qui permet de se repérer par rapport aux étoiles, escalade, crafting, nature, une autre compétence de sang choix comme une compétence de spécialité et une compétence d'arme. Voilà, dans ce listing de compétences, vous allez pouvoir refaire un ajustement pour redistribuer des points. Et là, vous prenez une des compétences que vous choisissez, vous augmentez de 60, donc c'est énorme, hein, vous rajoutez 60%, vous prenez 3 autres compétences, vous rajoutez 40%, et vous prenez 4 autres compétences, vous rajoutez 20%. J'attire donc votre attention sur le fait qu'en réalité, ce qui est pas mal dans ce jeu, comparé au jeu à niveau, c'est que dès le début, il y a un certain nombre de compétences pour lesquelles votre personnage est doué et qu'il va accomplir dans la plupart des cas assez facilement. Nous s'ensuit ensuite une description des compétences. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les compétences ont en plus déjà une base. Par exemple, si je prends la compétence de brawling, hein, qui est la bagarre, je prends un tabouret, je frappe à main nue dans une bagarre de taverne, etc. Vous avez une base de 20%. Donc c'est une compétence physique. Donc si vous avez, je reprends mon exemple, 16 en force, ça vous fait plus 8. Donc vous êtes déjà, avant même d'avoir ajouté des points, à 28%. Donc plus d'un quart de chance de réussir votre compétence. Ensuite, si on continue, vous avez également pour chacune des professions, on vous donne une dot de départ qui va vous permettre de vous équiper, hein, tout simplement en achetant de l'équipement. Voilà, donc vous avez les tables habituelles, etc. Et puis vous finissez en personnalisant un peu votre personnage en lui rajoutant éventuellement des motivations propres, un historique que vous établissez, que vous proposez à votre meneur de jeu. Là encore, c'est assez ouvert, étant donné que c'est pas rattaché à un univers. Il faut, je vous invite à vous rattacher de l'univers que propose en fait votre maître de jeu pour faire quelque chose qui va fonctionner. Voilà comment se créent les personnages. Ensuite, le système de jeu, c'est assez simple. Hein, on a des résolutions donc au descend. Lorsqu'on veut accomplir quelque chose, on jette le descend. Il y a éventuellement un modificateur par rapport à la complexité. La même action de nuit ne sera pas aussi facile à faire que parfaitement éclairée, etc. La règle de combat. Le combat, c'est assez intéressant. Le combat, eh bien, à son tour de jeu, un personnage qui a par exemple une arme va pouvoir porter un coup et également faire une parade. Alors pour faire une parade, il faut avoir soit une arme, auquel cas on va parer avec son arme, ce sera le même score que votre score d'attaque, soit utiliser un bouclier.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les armes ont des points de vie et que si vous utilisez, si vous ne prenez pas l'option d'avoir un bouclier, lorsque vous allez réussir votre parade avec votre arme, et ben si jamais le résultat de dégâts obtenu par votre adversaire dépasse celui de votre arme, l'arme absorbe tout ce qu'elle peut absorber, et pour le reste, les points en sus seront diminués à l'arme. Je m'explique, je prends un exemple, ce sera plus parlant. Vous avez une épée courte, au hasard, hein, parce qu'elle a peut-être plus, qui va avoir 10 points de vie. Vous faites une parade sans bouclier, donc vous parez avec votre épée courte, face à par exemple la hache de votre adversaire, qui fait 3d6 de dégâts. Il fait 18, votre épée courte va en absorber 10, il en reste 8, c'est-à-dire que derrière, votre épée n'a plus que 10 moins 8, 2 points de vie. Donc la prochaine parade que vous ferez avec votre épée, elle ne pourra en absorber que 2 avant de se briser. Donc là encore, en termes de verisimilitude, ça m'apparaît plutôt bien fonctionner. Vous pouvez également faire un jet de dodge, c'est une compétence, donc l'esquive. Alors moi je trouve que l'esquive gratuite comme ça en action, en réaction en fait dans le rune, c'est un peu too much, sachant que le problème de tous ces jeux de RuneQuest à Mithras, tous ces jeux où on a des parades et des esquives, c'est que si les esquives, si les personnages bétonnent en esquive, ou si le maître de jeu met des adversaires qui ont énormément d'esquives, les combats ont tendance un petit peu à être beaucoup moins dynamiques parce que c'est je touche et puis il réussit à esquiver, etc., etc. Donc moi je pense que si je devais faire jouer l'esquive, en fait, si vous faites une esquive dans le tour, vous ne pourrez pas donner de coup. Au contraire d'une parade où vous pourrez parer un coup avec votre bouclier, par exemple, et taper avec votre arme. Voilà, vous avez des petites règles spécifiques, hein, je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail pour animer un peu le combat. On peut essayer de désarmer l'adversaire, enfin un peu tous les classiques en fait qu'on va retrouver. Vous avez des règles concernant la suffocation, les dégâts du feu, les dégâts de l'acide, etc. Enfin bref, ça fonctionne très bien. C'est assez fluide. Je pense qu'assez rapidement, quand on a l'habitude, un personnage, dès lors qu'on a l'idée, bon c'est peut-être le plus long d'ailleurs, mais dès lors qu'on a l'idée d'un background solide pour construire, vraiment pouvoir développer la personnalité psychologique de son personnage, ça va assez vite. Moi je pense que quand on a l'habitude, on peut faire un personnage en 15-20 minutes, ce qui n'est pas le cas avec tous les jeux. Et puis, autre chose importante, la magie. Donc la magie, moi j'ai beaucoup aimé. Ça a toujours été un peu la difficulté à RuneQuest, la magie, parce qu'en fait, pour pouvoir coller à l'univers de Greg Stafford, Gloranta, on s'est retrouvé avec des itérations de RuneQuest où on avait jusqu'à 5 types de magie différentes qui fonctionnaient pas vraiment sur les mêmes mécaniques. Donc c'est un peu indigeste. Et puis on pouvait finir par s'en mêler. Ici, il va y avoir essentiellement la magie des prêtres, des chamans et la magie des sorciers, mais on va être sur le même type de fonctionnement. Alors les sorts ne s'acquièrent pas de la même façon, mais c'est le même type de sort. Et ce qui est très intéressant par rapport à des jeux, des likes et ces fameux sorts qu'on connaît tous, le disque flottant de Tensor, le Magic Missile, le Fireball, etc., c'est que c'est un type de magie beaucoup plus différente, quoi. On va pas retrouver. Alors il y a quelques sorts d'attaque. Hein, effectivement, on peut pas échapper à ça. Il faut aussi que le magicien il puisse se défendre, puisque souvent il n'a pas d'armure, voilà. Alors que les armures absorbent des points de dégâts. Et puis il est pas très bon dans les armes. Donc voilà. Mais c'est une magie beaucoup plus qui amène plus de narration en fait, qui va plus permettre de tisser des histoires, etc. Au passage aussi également, en fait, pour pouvoir utiliser la magie, il y a très peu de magiciens, donc ça écrème en fait ça part un peu vers le low fantasy, en tout cas côté joueur, puisqu'il faut avoir un pouvoir minimum de 16 pour pouvoir utiliser la magie. Donc il faut avoir non seulement un pouvoir minimum de 16, mais ensuite choisir une occupation telle que prêtre ou sorcier, etc., qui donne accès à la magie. Et il vous explique également comment pouvoir développer, après apprendre de nouveaux sorts, etc. Ensuite, il y a un bestiaire d'une 60aine de créatures
C'est peu, vous allez me dire, mais c'est déjà suffisant pour peupler pas mal d'aventures. Et puis, c'est assez facile finalement de s'inspirer des stat blocks existants pour créer vous-même vos propres créatures. On va retrouver, pour les personnaliser un petit peu, les créatures du chaos, on va retrouver ce qu'il y avait déjà présent dans certaines itérations, à savoir des traits chaotiques. Donc vous pouvez choisir de doter vos créatures de traits chaotiques. Vous avez une table, hein, alors vous pouvez choisir dans la table, en inventer, ou bien tirer au hasard si vous êtes un peu joueur. Et par exemple, peut-être que votre créature, son trait chaotique lui permettra de projeter des cônes d'acide, ce genre de choses qui eux-mêmes feront des dégâts. Voilà, donc c'est assez simple, mais ça fonctionne, ça suffit largement pour fonctionner. Vous avez un système également de coups critiques, c'est-à-dire qu'en fait, dans le combat, on va comparer le niveau de réussite de l'attaquant avec le niveau de réussite du défenseur. Et selon que celui-ci fait une parade ou bien une esquive, excusez-moi, selon que celui-ci fait une parade ou bien une esquive, eh bien les résultats, les dégâts seront différents. Donc voilà, donc encore une fois, c'est simple, c'est fluide. Je pense que dès l'issue de la première séance, tous vos joueurs ont compris comment tourner le jeu, et ça permet de pouvoir vraiment se concentrer sur le développement de l'histoire. On finit avec un chapitre intéressant, d'ailleurs c'est avant le bestiaire je crois, sur les règles de navigation. Donc il faut savoir que dès lors qu'on veut développer un univers un peu médiéval, les réseaux de distribution, c'est beaucoup les fleuves, les mers, pour les échanges entre les différents royaumes. Donc c'est toujours, moi je trouve ça toujours relativement bien vu qu'il y ait des petites règles simples concernant la navigation dans les jeux médiévaux. En termes de développement, il y a un deuxième ouvrage qui est un ouvrage complémentaire sur la magie, qui rajoute des règles, je ne crois pas dire de bêtises, sur la nécromancie, et qui propose une version alternative pour jouer la magie. Bon, je peux pas vous en parler, je l'ai pas lu, j'ai vu que le descriptif. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, si vraiment vous voulez peut-être faire des aventures où la nécromancie va avoir une importance, là on a quand même largement de quoi faire. Alors ce qui est amusant avec ce jeu, enfin amusant non, peut-être un peu désolant, c'est qu'en fait ce jeu, peut-être parce qu'il n'avait pas d'univers propre, peut-être aussi parce que le Chaosium n'a pas vraiment mis en avant ce jeu, il est resté un petit peu inconnu. En France, il n'a pas été traduit, à ma connaissance, et aux États-Unis, après la sortie du supplément, donc sur, je crois que ça s'appelle Advanced Sorcery, si mes souvenirs sont bons. Après la sortie de ce supplément, entre 2013 et 2015, je crois que c'est en 2015, lorsqu'il y a eu le remaniement à la tête de Chaosium, ils ont redéfini leur politique. Et ils ont récupéré, je crois, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à récupérer les droits pour RuneQuest, et ils ont carrément fait un communiqué dans lequel ils disaient qu'ils n'allaient pas continuer à développer la gamme Magic World. Personnellement, je suis déçu. Si on regarde de près, elle a été un peu refaite plus tard, sous les traits du jeu Légende, qui est une autre itération de RuneQuest, où on va retrouver peut-être un tout petit peu plus complexe, beaucoup de ces mécaniques-là. Mais je préfère ça, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus simple. Notamment, dans Legend, ils se sont inspirés de ce qu'avait commencé à faire The Design Mechanic pour la version... qui après ça donnait la version 6 de RuneQuest, à savoir non seulement vous compareriez les réussites de l'attaquant avec les réussites de parade du défenseur, mais selon la différence, en fait l'intervalle de cran de réussite, vous aviez accès à une autre table qui vous permettait de choisir des manœuvres. Alors quand vous étiez attaquant et que vous aviez plus de 2 crans de décalage, vous pouviez gagner une manœuvre en plus sur cette action-là, une manœuvre offensive. Et dans les manœuvres offensives, vous aviez par exemple la possibilité de frapper la tête de votre adversaire, etc., etc.
Voilà. Idem, ils ont laissé tomber la localisation des coups sur Magic World et je trouve ça très bien parce que ça reste, on a peu de points de vie, hein. Les points de vie c'est constitution plus taille divisé par 2. Donc vous voyez que quand bien même votre joueur a 18 et 18, ça n'y ferait jamais que 18 points de vie. À titre d'exemple, une hache de combat c'est 3d6. Donc 3d6 plus éventuellement 1d4 de bonus de force de l'assaillant. Voilà, avec vos 18 points de vie, même avec une bonne armure qui va absorber 4 points de dégâts sur chaque coup, bon, vous voyez que très vite, les personnages sont challengés et on évite complètement cet écueil du jeu à niveau. Donc pour moi, ça reste, il faudrait comparer avec un jeu qui s'appelle Basic Fantasy, je crois, mais pour moi, dans ce qui est sorti chez Chaosium, en itération pour faire du médiéval fantastique de manière simple, plutôt humano-centré et qui respecte un bon degré de vérisimilitude, je vous conseille ce jeu-là. Sachant que le combat peut se faire Theater of the Mind, qu'il faut peut-être prendre, pour que les combats soient un peu fluides, prendre l'habitude d'expliquer à vos joueurs que lorsqu'ils subissent une attaque, ils doivent immédiatement décrire ce qu'ils utilisent pour parer, et dans ce cas, tirer leur jet de parade au même moment, simultanément avec le jet d'attaque de l'adversaire, de manière à ne pas perdre de temps. Vas-y, fais ton jet, voilà, rajouter du méta-jeu. Bon, ça, je pense que ça peut vite se mettre en place à la table, et ça permet d'avoir des combats fluides en Theater of the Mind, sans être obligé de sortir les maps et compagnie. Et voilà, pour les distances, il y a un petit système assez simple, hein. Il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent comme ça. Soit vous êtes dans une distance, ce qu'ils appellent à distance, d'ailleurs, je crois, enfin qu'on pourrait traduire par à distance, auquel cas là vous pouvez vous déplacer et porter un coup à votre adversaire. Soit vous êtes à une distance courte et dans ces cas-là vous allez utiliser votre action du round pour aller au contact. Soit vous êtes à une distance longue et vous pouvez soit faire un jet de course pour parvenir au contact, soit il vous faudra plusieurs rounds pour être au contact de votre adversaire, ce qui ne vous empêche pas d'utiliser des armes à distance pour essayer de lui enlever des points de vie et de le fatiguer au combat. Voilà, c'était le tour donc de Magic World chez Chaosium. On le trouve encore facilement, hein. Moi je l'ai commandé, je sais plus sur quel site je l'avais trouvé, mais vous tapez Magic World Chaosium, vous le trouvez. L'ouvrage fait 250 pages, c'est écrit assez gros, hein. Vous voyez, on est sur deux colonnes bien grosses, donc ça se lit en fait très vite. Si vous avez déjà l'habitude de RuneQuest ou du basique, ça va aller ça va être encore plus simple pour vous. Et moi, je vous conseille, si vous pouvez essayer ce jeu, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez déjà fait des parties, à me faire des retours dans la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai très hâte d'amener mes joueurs dans ce jeu. Voilà, je pense que c'est peut-être un bon rapport entre complexité de règles et possibilité d'immersion et de vérisimilitude sans tomber dans le grand guignol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.